Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. La France est donc en finale de la Coupe du Monde de foot. Est-ce que c'est bon pour Emmanuel Macron? C'est d'abord bon pour TF1, puisque je crois que les écrans publicitaires, le prix des écrans publicitaires a été multiplié par 3. Et c'est certainement bon pour la France. La comparaison n'est pas raison, mais enfin, lors du succès français. En 98, il y a 20 ans. En 98, ça avait un peu dopé la croissance. 0,1 sans doute. Et puis peut-être un effet confiance. Et un effet confiance. Un peu moins de pessimisme, et donc un peu de profit pour Macron, non? Oui, mais c'est pas. Je termine. Vous n'avez pas envie de le dire, c'est ça? C'est pas forcément raison, parce qu'en fait, en 98, c'était la France qui accueillait, donc il y avait 1,5 milliard de travaux. Oui, bien sûr. Lui qui avait été fait. Mais sur le plan politique, sur le plan le moral, c'est très important. Bon. En économie, c'est important en politique. Bien sûr, bien sûr. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la consommation. Et vous vous en réjouissez? Et je m'en réjouis naturellement et spontanément. Et avec la retenue qui vous caractérise. En tout cas, c'est un des rares domaines où l'Europe domine le monde. Oui, c'est un élément d'ailleurs assez surprenant, puisque là, c'est incontestablement l'organisation de cette Coupe. C'est incontestablement un signal pour l'Europe. Mais je regrette que ce soit le seul, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres qui soient positifs aujourd'hui. Dans moins d'un an, nous aurons passé les élections européennes. Vous serez sur la liste, les Républicains? Je n'en sais rien encore, je réfléchis. Ça veut dire que vous n'avez pas pris votre décision, vous n'avez pas envie d'y être aujourd'hui? Pour l'instant, je réfléchis. C'est pas une formule, c'est une réalité. Je crois qu'il faut d'abord commencer par se mettre d'accord sur le projet. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous voulons? Quelle doit être la place de la France en Europe? Et puis, une fois que nous aurons déterminé cela, qu'on aura trouvé un accord, un consensus, eh bien, il se posera la question des personnes pour essayer pour répondre. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une alchimie avec à la fois du renouvellement, à la fois de l'expérience, à la fois du rajeunissement. Ça, ce sont pour les individus qui seront hommes et femmes sur la liste, mais sur les idées, quelle est la ligne qui doit être défendue par votre parti? Je pense que l'idée, chacun le dit avec ses mots et son tempérament et son histoire, mais je pense qu'on doit avancer avec deux principes simples. C'est le premier élément, que l'Europe est indispensable, mais qu'elle doit évoluer. L'Europe est indispensable. Nous faisons aujourd'hui la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, partie du G8, enfin G7 tant qu'il n'y a pas la Russie. Et tous les 10 ans, il y a un de ces pays qui sortira. Sans doute d'abord le Royaume-Uni, ensuite la France et finalement l'Allemagne. Donc si on veut continuer à peser dans ces organismes, dans ces institutions qui organisent ou qui tentent d'organiser l'équilibre financier et économique mondial, eh bien la seule solution, c'est qu'il faut être en Europe et avec l'Europe, et que l'Europe puisse être notre voie. Et en même temps, il faut que l'Europe évolue. On voit bien qu'elle patine sur des sujets qui préoccupent considérablement l'opinion publique, comme on peut le voir, par exemple sur les questions migratoires. Est-ce que vous avez le sentiment que Laurent Wauquiez, le patron de votre parti, est sur la même ligne? Je veux dire, Europe indispensable, Europe sans laquelle on ne peut rien faire. Il exprime aujourd'hui principalement un jugement plutôt négatif sur l'Europe. Est-ce que c'est ça qui vous Parce que d'abord, on caricature, j'allais dire quasi systématiquement, ce que peut dire Laurent Wauquiez. J'ai essayé de ne pas le faire. Mais vous, donne le sentiment quand même d'être assez négatif. J'allais vous adresser ce compliment, mais vous m'avez empêché de le faire. Ouais. Voilà. Donc, la position de Laurent Wauquiez est celle que je viens de décrire, c'est-à-dire, oui, nous avons besoin de l'Europe, mais l'Europe ne peut pas continuer à fonctionner comme cela. L'explication, d'ailleurs, elle n'est pas simplement ponctuelle. L'histoire de la construction européenne montre qu'il y a eu parfois des erreurs, notamment les élargissements successifs qui étaient beaucoup trop rapides. Quand on a intégré 10 nouveaux pays en 2004, dont des pays qui étaient directement issus de l'ancien empire soviétique, du bloc de l'Est, sans doute fallait-il que ça se fasse plus par séquence. Et d'ailleurs, on aurait pu remonter à l'époque aussi à l'Espagne ou au Portugal, où la question pouvait se poser de la même manière. Il faut trouver un rythme pour l'Europe. Dans son discours lundi devant le Congrès, Emmanuel Macron a opposé les progressistes et les nationalistes en ce qui concerne l'Europe. Est-ce que c'est une opposition qui vous convient? Non, c'est pas la bonne opposition. C'est sans doute ce qu'il aimerait.
Emmanuel Macron, sur un plan politique, on a parfaitement compris. Il n'y a rien de nouveau, c'est une bonne grosse vieille ficelle. Il veut en face de lui exclusivement les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et donc les nationalistes, en l'occurrence pour le projet européen. Et en revanche, ce qui ne lui plaît pas du tout, ce sont les sociaux-démocrates, le Parti socialiste, et ce qui ne lui va pas du tout non plus, ce sont les républicains. Nous sommes dans une position qui est une position centrale. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les eurofédéralistes un peu béats, peut-être un peu naïfs, et certainement d'ailleurs un peu déçus, puisqu'il a remarqué, c'est plutôt Emmanuel Macron, mais comme vous avez observé, aucune de ses propositions n'est sérieusement retenue. Aucune. Vous voulez dire en Europe? En Europe. Aucune de ses propositions. En Europe, pas simplement en Europe, parce que d'ailleurs, si vous regardez ces discussions avec les États-Unis, ça a naturellement été une bérésina, puisqu'il n'a rien obtenu de ce qu'il souhaitait. Et en Europe, en tout cas, c'est raté. C'est raté en vérité sur le budget européen, parce qu'on ne sait absolument pas ce que c'est. C'est sur le budget de la zone euro. Oui. C'est raté sur toute une série de ça, c'est l'euro-béatitude. Et puis, il y a effectivement ceux qui sont les eurosceptiques de l'extrême gauche, de Jean-Luc Mélenchon, ou du Front National. Je vous prends un exemple très simple. Il n'y en a pas chez vous. Notre ambition, c'est d'être central. Je vous donne un exemple très simple. Sur la question migratoire, le Front National explique que la solution le Rassemblement National explique que la solution est exclusivement française. Eh bien, c'est une grave erreur. Pour relever le défi migratoire, il faut passer par l'Europe. Il faut passer par des préconisations françaises et par des préconisations européennes. L'Assemblée nationale commence aujourd'hui l'examen en séance publique du projet de réforme constitutionnelle. C'est un processus qui va être long, qui est complexe. Là, on parle de la loi constitutionnelle. Un certain nombre de dispositions ont l'air d'être acceptées par Gérard Larcher, homme fort du Sénat et homme fort des Républicains, alors que le parti est plutôt hostile à, disons, l'ensemble ou à peu près l'ensemble de cette disposition. Il y a un problème chez les Républicains avec le Sénat ? Non, puisque le président du groupe au Sénat, Bruno Retailleau, est sur une ligne tout à fait claire, mais que le président du Sénat, qui exerce une fonction d'arbitrage, recherche le consensus, c'est normal, sain et j'allais dire classique. Mais à la fin à la fin, la révision telle qu'elle est proposée par Emmanuel Macron ne me paraît pas aller dans le bon sens. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris, malgré le talent des éditorialistes ou le talent des experts, je n'ai toujours pas compris quelle était la cohérence, quel était l'objectif de cette réforme. C'est d'ailleurs, si ce texte se confirme, c'est d'ailleurs une exception depuis le début de la Ve République, puisque toutes les réformes depuis le début de la Ve République aboutissent à un renforcement du rôle du Parlement, et là, c'est en sens inverse. C'est donc une originalité. Et donc, c'est peut-être ça l'objectif ? Comme il explique exactement l'inverse, donc on s'aperçoit qu'il y a un hiatus entre l'affirmation et l'action. Un certain nombre de voix s'élèvent contre le projet, la proposition d'Emmanuel Macron, formulée lundi, encore une fois, de permettre au président de la République de répondre au Congrès lorsqu'il s'adressera aux deux chambres réunies. C'est un amendement qui avait été rédigé par le vice-président de votre parti, les Républicains, qui n'a pas été voté et qui revient, et qui est pourtant critiqué par votre parti. Expliquez-moi ça. Écoutez, moi d'abord, je ne suis pas au Parlement national, donc mais ce sont les parlementaires nationaux de décider. Moi, c'est pas... cette initiative ne me plaît pas. Et nous ne sommes pas un régime... bon pour le débat. Non, mais nous ne sommes pas dans un régime présidentiel américain. Ça, c'est le rôle du Premier ministre. Oui, il faut qu'il y ait l'exécutif qui dialogue, qui réponde, qui soit présent physiquement dans l'hémicycle pour dialoguer avec les parlementaires. Mais pas le président. Ce n'est pas le rôle du président de la République. Et donc il faut voter contre. Écoutez, moi, si j'étais parlementaire national, je voterais contre. Nicolas Sarkozy avait traité son Premier ministre de collaborateur. À votre avis, Édouard Philippe est quoi pour Emmanuel Macron ? Oui, mais c'était pas du tout péjoratif. Ça voulait dire proche, ça voulait dire de confiance. Édouard Philippe, de ce qu'on en observe, est l'exécutant de la politique décidée par le président de la République. Là, c'est un schéma assez classique et c'est pas le nouveau monde. Merci beaucoup, Brice Hortefeux. Merci.